Bonjour tout le monde. Je sais pas qui est connecté actuellement. On va commencer une séance de vérification. Salut Aurore. Ok, déjà je sais que tu es là. On va commencer comme on fait depuis quelques jours une séance de révision sur les vérifications voiture et premier secours pour le permis de conduire. Donc les questions qui vous seront posées. Donc hop, on change de sens. Hier, on avait fait jusqu'à 50. Donc du coup, aujourd'hui, on va reprendre en partant de la question 51. Donc, et en l'occurrence, question 51, on vous demande d'allumer les feux de route et montrer le voyant correspondant. Alors, allumer les feux de route et montrer le voyant correspondant. Salut Max. Forcément, déjà, il faut mettre le contact. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc là, le contact est mis, tout s'allume. C'est d'ailleurs écrit sur le tableau de bord. Donc, pour allumer les feux de route, en premier lieu, il faut allumer les feux de croisement qui sont ici. Donc ce bouton, on le tourne de 3 crans. Là, ils sont en position feu automatique, allumage des feux automatique. Un cran de plus, pas de feu, commande manuelle. Feu de position, feu de croisement. Donc là, on a un feu de croisement. Et pour mettre les feux de route, c'est ce levier qui est à gauche du volant, c'est en plus les feux. Il va falloir le pousser vers l'avant. Si vous le tirez vers l'arrière, en fait, on voit que le voyant s'allume, mais dès qu'on le lâche, il s'éteint. En fait, si vous poussez à l'arrière, vous tirez vers vous, vous ne faites qu'un appel de phare. Donc, il faut le pousser à l'avant. Et là, le voyant s'allume. Vous avez juste à le montrer. Le voyant est là. Ou dans la foulée, on les éteint. Et on retourne tout en le remettant sur la position automatique. La question suivante qui est posée, donc, c'est quel est le risque de maintenir les feux de route lors d'un croisement avec d'autres usagers? Le risque, ça va être d'éblouir les usagers qui arrivent en face, un risque d'éblouissement des autres usagers. Puisque forcément, pour ceux qui ont roulé la nuit, vous avez dû remarquer que quand les gens laissent les feux de route, ça fait mal aux yeux. Donc le but, c'est que vous-même au volant, vous ne les laissiez pas lorsque vous roulez et qu'il y a du monde en face. Donc quel est le risque de maintenir les feux de route lors d'un croisement avec d'autres usagers? Tout simplement un risque d'éblouissement des autres usagers. Ensuite, on vous demande, en premier secours, quel est l'objectif du signal d'alerte et d'information des populations, le SAIP. Le SAIP, c'est ce qu'on entend, par exemple, à Béziers, tous les premiers mercredis du mois, la sirène qui se met à sonner. Ça, c'est un des moyens de diffusion du SAIP. Et le SAIP, ce signal d'alerte et d'information, il sert à avertir la population d'un danger imminent ou qu'un événement grave est en train de se produire. Voilà, vous avez juste ça à répondre. Ça sert à rien encore une fois d'en faire plus. Ces vérifications vont très vite lors de l'examen. On ne vous demande pas de vous raconter votre vie. Vous dites juste l'essentiel. On passe donc à la vérification 52, qui elle est une vérification extérieure. On vous demande de vérifier l'état, la propreté et le fonctionnement des feux diurnes. Alors, les feux diurnes, ce sont des feux qui s'allument lorsque vous n'allumez rien d'autre en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le moteur tourne, les feux diurnes sont allumés. Donc, comment vérifier s'ils fonctionnent? Déjà, comme d'habitude, on débraye, on appuie sur le bouton de démarrage. À partir du moment où le moteur tourne, on va appuyer là-dessus pour qu'il ne s'éteigne pas. Là, les feux diurnes sont allumés. Donc, il vous suffit de sortir, d'aller à l'avant de la voiture et de regarder où est-ce que c'est allumé. Donc là, on voit bien que ce sont les feux du bas qui sont allumés. En fait, sur les feux du bas, il y a 2 étages. Il y a un étage au-dessus, un étage en bas. Là, l'étage du dessus est bien allumé de chaque côté. Donc de chaque côté, on peut dire que les feux sont propres, en bon état, ils ne sont pas cassés. Et ils fonctionnent, tout simplement. Il n'y a rien de plus à dire. D'accord? Les feux sont propres, en bon état, et ils fonctionnent. De là, encore une fois, vous remontez dans la voiture. Vous éteignez le moteur, ça ne sert à rien de le laisser tourner. Et soit l'inspecteur vous posera le reste des questions dehors, soit il va vous faire remonter dans la voiture, tout dépend comment il décide de faire.
Et donc pour ces feux diurnes, on va vous demander quelle est leur utilité. Leur utilité, ben, c'est tout bête, sans aller chercher à voir la réponse qui est à côté là. Les feux diurnes s'allument lorsqu'on n'allume aucun autre feu, c'est-à-dire qu'ils s'allument quand on ne met pas les feux, c'est-à-dire quand il fait beau et quand il fait pas nuit. Puisque quand il pleut, on allume les feux de croisement, quand il fait nuit, on allume les feux de croisement. Donc à quoi est-ce qu'ils servent, vu qu'ils sont allumés que la journée? Eh bien, tout simplement à rendre le véhicule plus visible le jour. En fait, c'est une mesure qui a été prise sur les véhicules, ça, parce que il y en a certains qui le savent, d'autres peut-être non. Les motards, quand un deux roues circule, il a l'obligation de circuler avec les feux de croisement. Tout simplement parce qu'une moto est un véhicule moins visible que les voitures ou les camions ou les autres véhicules. Et de fait, pour être plus visible, la loi leur ordonne de laisser le feu de croisement allumé. Et à un moment, il a commencé à se dire qu'on aurait l'obligation, nous aussi en voiture, d'allumer les feux de croisement. Sauf que forcément, les motards étaient un peu inquiets puisqu'on n'allait plus les voir, entre guillemets, mieux que les voitures. Et donc le gouvernement a laissé tomber cette idée-là, sauf que voilà, maintenant les voitures ont des feux diurnes, donc qu'on le veuille ou non, il y a des feux allumés sur les voitures tout le temps. Voilà. À quoi servent les feux diurnes? À rendre le véhicule plus visible de jour. Ensuite, on enchaîne donc avec la question de premier secours, où on vous demande à quel moment pouvez-vous mettre fin à un appel avec les secours. Alors, c'est une question qui est peut-être passée il y a quelques jours pour ceux qui suivent les révisions ou qui ont regardé les lives des autres jours. Tout simplement, on ne peut mettre fin à un appel que et uniquement que lorsque notre correspondant nous invite à le faire. Tout simplement parce qu'ils peuvent vous guider, vous donner des conseils, des choses à faire ou à ne pas faire en attendant leur arrivée. Donc tant que, à partir du moment où on appelle les secours, les pompiers, la police ou quoi que ce soit, tant qu'ils ne nous ont pas dit de raccrocher, on ne le fait pas. On passe donc à la suite avec la question numéro 53, où là on vous demande vérifier la présence du constat amiable dans le véhicule. Ça n'a rien de trop sorcier. Vous ouvrez la boîte à gomme et sous les lingettes désinfectantes, on trouve cette espèce de petit papier bleu là. Et qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Constat européen d'accident. Donc le constat, si on l'ouvre, il est censé être vierge. S'il est déjà rempli, il n'a rien à faire là. Et donc, le constat est vierge. Au cas où, j'en profite pour vous le dire, pour ceux que ça intéresse, si jamais il y en a qui voulaient, même des gens qui ont le permis, on risque d'envisager dans les temps à venir de prévoir des leçons collectives pour justement aider les gens à comprendre comment on remplit un constat, puisqu'il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Et ça peut toujours être bien de savoir comment on remplit un constat pour éviter de se faire avoir quand on a un sinistre. D'accord? Donc si jamais il y en a qui sont intéressés ou qui connaissent des gens qui sont intéressés, n'hésitez pas à les renvoyer vers nous. Ensuite, donc, on vous demande pour ce constat, en cas d'accident, dans quel délai doit-il être transmis à l'assureur? Alors, il faut savoir que le code de la route, il y a deux choses qui doivent être transmises le plus vite possible. C'est une déclaration de vol, forcément, et un sinistre. Une déclaration de vol, on a 48 heures, d'accord? C'est-à-dire qu'on a 2 jours pour la déclarer. Tout simplement parce que si les gens qui ont volé votre voiture, ils vont faire un casse de banque ou quoi que ce soit avant, si vous ne l'avez pas déclaré, volé, vous êtes mal. Là, en l'occurrence, on parle d'accident, de constat. Dans quel délai doit-il être transmis à l'assureur? On a 5 jours pour le transmettre à l'assureur. Donc, si jamais vous avez un sinistre, sachez que le constat doit être rempli le plus tôt possible par les deux parties et ensuite vous l'envoyez à votre assureur le plus tôt possible. Ne perdez pas de temps avec ça. Bien. Et donc forcément on arrive à la question de premier secours. Quel est le risque principal d'un arrêt cardiaque sans intervention des secours? Or, un arrêt cardiaque, je préfère préciser, puisqu'en examen, on a déjà vu que les élèves n'étaient pas capables d'expliquer pour certains ce qu'est un arrêt cardiaque. Un arrêt cardiaque, c'est quand le cœur s'arrête de battre. Autant vous dire que ça craint quand même un peu. Donc, le risque principal d'un arrêt cardiaque sans intervention des secours,
Ben, c'est tout simplement, malheureusement, la mort de la victime qui survient en quelques minutes. Voilà. Ce sont entre guillemets, les seules choses que vous avez à répondre pour des questions comme ça. Vous remarquerez qu'à chaque fois, les questions et les réponses sont quand même assez rapides et précises, donc ne vous embêtez pas à vouloir en dire trop, encore une fois. On enchaîne donc avec la vérification 54, où on vous demande de vérifier la présence du triangle de présignalisation. Alors sur ces voitures, c'est pas compliqué. Le triangle de présignalisation, il est fourni par le fabricant. Il vous suffit d'aller dans le coffre, vous ouvrez. Ça sert à rien de chercher en bas, vous l'aurez pas. Par contre, si vous levez un peu les yeux, là, dans cette bande rouge, il y a le triangle de présignalisation. Il est là-dedans. Vous ouvrez et vous le montrez. Et dans la foulée, vous fermez le coffre puisqu'on ne vous demande pas plus. Donc la question de complément sécurité routière qui enchaîne, c'est: utilise-t-on le triangle de présignalisation sur autoroute? Surtout pas. Jamais on utilise le triangle de présignalisation sur autoroute. Pour la simple et bonne raison déjà que ça vous obligerait à marcher. Vous n'avez pas à marcher sur l'autoroute, c'est hyper dangereux. Mais qui plus est, avec l'appel d'air dû à la vitesse des véhicules qui roulent sur l'autoroute, le triangle il pourrait aussi s'envoler et finir dans le pare-brise d'une voiture qui passe, ou d'un camion, ou d'un bus, ou une moto, ou que sais-je d'autre encore. Je pense pas que ça plairait à quelqu'un en roulant de prendre un triangle dans le pare-brise. C'est pas le genre de chose qui rassure. Donc on ne met jamais le triangle de présignalisation sur autoroute. Sur autoroute, s'il y en a un problème, on s'arrête sur la bande d'urgence ou sur un emplacement d'arrêt d'urgence lorsqu'il y en a. On met les feux de détresse forcément, on met le gilet et on passe de l'autre côté de la rambarde de sécurité. Ensuite, la question donc de premier secours qui suit, c'est: quel comportement doit-on adopter en présence d'une victime en arrêt cardiaque? Encore une fois, arrêt cardiaque, on a vu, c'est quand le cœur s'arrête de battre. Donc là, les choses sont très claires. En gros, vous vous souvenez qu'il faut alerter, masser, défibriller. Alerter. En premier lieu, forcément, il est logique d'appeler les secours pour leur préciser que vous vous trouvez à tel endroit et qu'il y a une victime en arrêt cardiaque. Comme ça, le temps qu'ils arrivent, vous pouvez masser, c'est-à-dire pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire, histoire de maintenir la pompe mécaniquement entre guillemets en marche due au massage cardiaque, mais au moins ça permet que vous poussiez un peu tout ça, que ça circule et que ça puisse, on ne sait jamais, reprendre. Et également, s'il y en a un à proximité, utilisez un défibrillateur automatique. Forcément, s'il n'y en a pas à côté de vous, vous n'allez pas pouvoir vous en servir. Mais s'il y en a un, il faut utiliser un défibrillateur automatique. Voilà, donc pour la question de quel comportement doit-on adopter en présence d'une victime en arrêt cardiaque, souvenez-vous, alerter, masser et défibriller. Ce qui nous amène donc à la suite, vérification 55. On vous demande de quelle couleur est le voyant qui indique une défaillance du système de freinage. Alors déjà, défaillance du système de freinage, c'est quelque chose qui est grave et important. Forcément, ce sera de couleur rouge. Et en l'occurrence, c'est le même voyant que le frein à main. Sur cette voiture, si je mets le contact, vous allez le voir. Il est là. Au début, il était orange parce qu'il peut s'allumer orange ou rouge. Orange, c'est quand les plaquettes commencent à être fatiguées. Là, rouge, en l'occurrence, c'est soit qu'il y a le frein à main, soit s'il s'allume lorsqu'on roule et qu'il n'y a pas le frein à main, ça veut dire qu'on a une défaillance du système de freinage. On vous demande ensuite quel est le risque de circuler avec un frein de parking mal desserré. Alors, frein de parking mal desserré. Déjà, qu'est-ce que c'est que le frein de parking? Le frein de parking, c'est tout bêtement le frein à main. Et le risque de rouler avec un frein de parking mal desserré, ça veut dire que le frein est toujours en fonction. C'est-à-dire qu'il freine toujours. Or certes, s'il est mal desserré, vous allez toujours pouvoir rouler parce qu'il ne va pas freiner beaucoup la voiture, mais il va quand même être en friction, c'est-à-dire qu'il va être sans cesse en utilisation. Et la conséquence, le risque de circuler avec un frein de parking mal desserré,
c'est tout simplement que vous allez avoir une dégradation du système de freinage. Vous allez user vos freins beaucoup plus vite que ce qu'ils devraient l'être. Et en plus, ils vont chauffer, ce qui n'est vraiment pas une bonne chose. On vous demande ensuite comment arrêter une hémorragie. Eh bien, une hémorragie, pour l'arrêter, on appuie fortement sur l'endroit qui saigne avec les doigts ou la paume de la main, forcément, tout dépend de la taille de la plaie. Et forcément, en mettant un tissu propre sur la plaie. Il est évident que si on a un tissu qui est sale, on ne le met pas. Et c'est beaucoup mieux de le faire avec un tissu. D'accord ? Voilà, donc on appuie fort sur l'endroit qui saigne, soit avec la paume de la main, soit avec le doigt, avec un tissu propre pour justement protéger entre guillemets la plaie. On arrive donc à la vérification 56 où on vous demande montrer où s'effectue le changement d'une ampoule à l'avant du véhicule. Alors, tout bêtement, ça, il faut savoir que c'est dans le capot. Donc pour ouvrir le capot, comme c'est écrit dessus, on tire 2 fois, une fois, 2 fois, et on va montrer où s'effectue le changement d'une ampoule à l'avant de la voiture. Alors ça fait partie des choses que j'avais montrées dans les premières séances de vérification, où j'avais montré un peu en globalité tout ce qu'il y avait. Donc on va prendre un feu entre guillemets au hasard, celui-là. L'ampoule, on voit qu'elle est ici, ben on va aller voir derrière, puisque c'est par derrière. Et en l'occurrence, c'est derrière cette espèce de petit cache rond marron, là. Il suffit de l'enlever et on a accès à l'arrière du feu pour changer l'ampoule. Vous n'avez pas à le faire, vous avez juste à montrer, vous dites c'est là, par là qu'on change l'ampoule. Et ensuite, on referme le capot. Soit l'inspecteur vous pose le reste des questions dehors, soit vous rentrez dans la voiture, encore une fois. Et on va vous demander quelles sont les conséquences en cas de panne d'un feu de croisement. Conséquences en cas de panne d'un feu de croisement, il faut rester logique. Vous avez 2 feux de croisement à l'avant. Forcément, ils servent à éclairer. Donc déjà, la première des conséquences, c'est que s'il y en a un qui est en panne, vous allez avoir une mauvaise visibilité, ce qui est logique. C'est comme si vous vous cachez un œil dans la vie de tous les jours, vous verrez moins bien. Et l'autre conséquence à laquelle il faut penser, c'est que vu que la voiture a 2 feux de croisement, s'il y en a un qui ne fonctionne pas, il n'en reste plus qu'un seul qui fonctionne. Ça reste logique. Mais la nuit, une voiture qui circule avec un seul feu de croisement qui fonctionne, de loin, on va croire que c'est un 2 roues. Et en l'occurrence, ce sont les 2 réponses qu'il vous faut donner. Les conséquences en cas de panne d'un feu de croisement, une mauvaise visibilité et le risque d'être confondu avec un 2 roues. On arrive donc à la vérification 50... Hop, excusez-moi. Question premier secours de la 56, je l'avais zappé. Où on vous demande de citer les 3 manières d'évaluer l'état de conscience d'une victime. Ça, c'est une question de premier secours qu'on a déjà vue il y a quelques jours. Les 3 façons, la première, lui poser des questions simples. Comment ça va? Vous m'entendez? C'est la base, de voir si la personne vous entend. On va pour l'instant passer la seconde. Et ensuite, lui prendre la main en lui demandant d'exécuter un geste simple. Alors là, on vous donne un exemple, serrez-moi la main, ça peut très bien être serrez-moi la main, ouvrez les yeux, ne serait-ce que ça. Une victime qui est allongée par terre, vous lui attrapez la main, elle n'aura peut-être pas la force de vous répondre par la voix, c'est-à-dire de vous parler. Elle n'aura peut-être pas la force de serrer la main, par contre, elle pourra ouvrir les yeux. Si elle ouvre les yeux, déjà, ça veut dire qu'elle réagit à ce que vous lui avez demandé. Et l'autre façon, c'est de lui secouer doucement les épaules. C'est un peu étrange quand même de voir ça. On ne vous demande pas de la secouer, la personne, d'accord? C'est juste de poser la main sur l'épaule et de lui bouger légèrement l'épaule pour voir si elle réagit, d'accord? Mais faites attention à ça, le doucement là, c'est en gros qui devrait être écrit. Très doucement, d'accord? Posez des questions simples, comment ça va, vous m'entendez? Lui prendre la main en lui demandant d'exécuter un geste simple. Serrez-moi la main, ouvrez les yeux et lui secouez doucement les épaules. On enchaîne donc avec la vérification 57. Si le véhicule en est équipé, montrez la commande du limiteur de vitesse.
Alors en l'occurrence, le véhicule en est équipé. Et le limiteur de vitesse, ben, tout ce qui est régulateur limiteur, c'est là. D'accord? Là, vous avez le volant devant vous. Et si on se penche un peu sur le côté gauche du volant, on a cette commande. Cette commande, il n'y a pas besoin de chercher trop longtemps où est le limiteur de vitesse, forcément. Il est là. C'est-à-dire que vous roulez par exemple à 80 km/h. Vous appuyez sur ce bouton, hop, et le limiteur est réglé à 80 km/h. Pardon. C'est-à-dire que votre voiture, si vous accélérez, elle ne dépassera pas cette vitesse-là que vous avez programmée. D'accord? Donc la commande, elle est ici, tout simplement. On vous demande ensuite quelle est l'utilité d'un limiteur de vitesse. Ben, comme je viens de vous le dire, ça sert à ne pas dépasser une vitesse programmée par le conducteur. Vous avez programmé une vitesse à 81 km/h, ben, la voiture, autant que vous accélérez, ne dépassera pas 80 km/h, tout simplement. On vous demande ensuite pour cette vérification-là, quels sont les numéros d'urgence à appeler. Il y en a 3 à retenir. Alors c'est vrai que souvent les élèves, vous nous dites le 17, la police. C'est un numéro d'urgence à connaître, mais dans cette question-là, on ne vous en parle pas de celui-là. On vous parle surtout, entre guillemets, des secours, qui sont le 18, les pompiers, le 15, le SAMU, et le 112, c'est le numéro de téléphone réservé aux appels d'urgence qui est valable dans toute l'Union européenne. D'accord? C'est-à-dire que vous avez, je sais pas moi, vous êtes témoin d'un accident en Espagne ou en Italie, je sais pas où, je sais pas moi, en Allemagne, pour ceux qui voyagent, pas maintenant. Ben, vous composez le 112, de sorte que c'est un numéro d'urgence qui est valable partout en Europe. On enchaîne donc avec la vérification 58, où on vous demande là de montrer où s'effectue le changement d'une ampoule à l'arrière du véhicule. Alors, comme on l'a fait tout à l'heure à l'avant, ben là on va aller à l'arrière. On va ouvrir le coffre puisque les feux forcément on ne peut pas les bouger de l'extérieur, ce qui est logique. Et pour celui-là, si on regarde ici, on voit qu'ici il y a une petite plaque. Alors je vous montre où est-ce que c'est réellement. Quand on enlève cette plaque, on a accès dans l'arrière, un peu plus loin sur la paroi, il y a une vis qui permet de dévisser le feu. Vous, à l'examen, je vous rassure, vous n'aurez pas du tout à enlever cette plaque, vous n'aurez pas à le faire. Vous n'aurez rien de compliqué à faire, si ce n'est de dire c'est par là qu'on change. Et pour l'autre feu, c'est par là derrière, tout simplement. Vous ouvrez le coffre, vous montrez cette plaque et vous dites c'est par là qu'on change les ampoules. À l'arrière, bien entendu. On referme le coffre, on remonte dans la voiture. Et la question qui suit, c'est quelles sont les conséquences en cas de panne d'un feu de position arrière? Les feux de position, pour comprendre les conséquences, il faut déjà savoir à quoi ils servent. Ils servent à quoi? À voir la voiture. Les conséquences en cas de panne d'un feu de position arrière, ça va être d'être mal vu et forcément un risque de collision. Ce qui est logique, si on vous voit mal, on peut venir vous percuter. La question de premier de secours qui suit, comment est diffusée l'alerte émise par le signal d'alerte et d'information aux populations, le SAIP? Alors, elle est émise par différents systèmes. Forcément, il y a la sirène qu'on connaît tous, qu'on a tous entendu. C'est la première qui est nommée. Mais vous avez également les médias comme Radio France ou France Télévisions, la radio ou la télé. Ou encore grâce à l'application SAIP, que je vous montrerai bien puisque je l'ai dans le téléphone. Mais depuis 3 ans que je l'ai, elle n'a jamais fonctionné. Elle m'a jamais rien dit de quoi que ce soit. Et puis apparemment, ça fait un flop et elle n'est même plus téléchargeable. Quoi qu'il en soit, souvenez-vous, les moyens de diffusion d'alerte, du signal d'alerte et d'information, sirène, télé, radio ou l'application SAIP.
On arrive donc à la vérification 59, où on vous demande de faire fonctionner l'essuie-glace arrière du véhicule. Hop, essuie-glace arrière. Tout bêtement, donc du côté droit du volant, bien entendu, puisque côté gauche, c'est tout ce qui est feu. Côté droit, c'est tout ce qui est essuie-glace, lave-glace. Donc, sachez que si vous bougez tout le levier, lui-même, vers l'avant, vers l'arrière, en haut ou en bas, ce sont les essuie-glaces avant. Donc, vous allez vous servir. Essuie-glace arrière, en l'occurrence, on voit la différence, puisque là, vous voyez, c'est pas un rectangle, les bords sont en biais, alors que là, c'est un rectangle. Les bords sont bien droits. Et si vous regardez, ça ressemble à la commande de dégivrage de la lunette arrière, qui est bien rectangulaire. Et du coup, si on regarde, c'est cette partie. Là, elle est sur off. Il vous suffit simplement de tourner juste d'un cran et de le passer sur on. Vous avez allumé l'essuie-glace arrière, rien de plus. Il faut y aller très doucement parce qu'on a très vite fait de faire ça. Et si on fait ça, forcément, vous balancez du liquide lave-glace dessus. Et quand la vitre est propre, ça sert à rien. Donc, faites fonctionner l'essuie-glace arrière du véhicule. Hop, je l'allume. Forcément, il faut qu'il y ait le contact, c'est mieux, donc là je viens de le mettre. Je vais actionner, et si vous regardez dans le rétro, hop, l'essuie-glace arrière fonctionne. Tout simplement. Il est évident que si vous le faites sans le contact, ça ne fonctionnera pas. On vous demande ensuite, pour une bonne visibilité vers l'arrière, en plus de l'utilisation de l'essuie-glace, quelle commande pouvez-vous actionner par temps de pluie? On en parlait tout à l'heure, la commande de désembuage arrière, dégivrage de la lunette arrière, qui est ici. Pareil, si on met le contact et qu'on l'actionne, le voyant orange qui est au-dessus s'allume, ça veut dire qu'elle est en fonction. Et si on l'éteint, le voyant s'éteint. Tout simplement. C'est magique, c'est merveilleux. On en arrive à la question de premier secours où on vous demande quel comportement adopter en présence d'une victime qui ne répond pas et ne réagit pas, mais respire. Donc déjà, là on va replacer les choses dans le contexte pour savoir qu'est-ce qu'elle a la personne. Elle ne répond pas, elle ne réagit pas. Ça veut dire qu'on lui a attrapé la main, on lui a dit serrez-moi la main, ouvrez les yeux, vous m'entendez, comment ça va? Elle répond pas et elle réagit pas. On lui a secoué doucement les épaules, toujours pas de réaction. Par contre, quand on vérifie sa respiration, on se rend compte qu'elle respire. Donc, le plus important, c'est de préserver cette respiration pour que le cœur continue à battre. Donc, la première des choses pour préserver la respiration, ça va être qu'elle ne reste pas allongée sur le dos. Et donc, forcément, de la placer en position stable sur le côté ou en position latérale de sécurité. La position latérale de sécurité étant la mieux, c'est ce qu'on apprend au premier secours. De sorte que la personne, si elle a beaucoup de salive dans la gorge ou dans la bouche, le fait qu'elle soit sur le côté, elle va l'évacuer. Ça ne va pas l'empêcher de respirer, ça ne va pas l'étouffer. Et également, en mettant légèrement la tête sur l'arrière, ça va ouvrir les voies respiratoires pour qu'elle puisse mieux respirer et ainsi mieux préserver les battements du cœur, l'activité cardiaque. Une fois qu'elle est en sécurité, on alerte les secours. Et en attendant les secours, on surveille sa respiration jusqu'à ce qu'ils arrivent. Comme ça, au moins, quand ils arrivent, on peut leur dire, respire toujours. Mais en premier lieu, souvenez-vous de ça. Que faire en cas en présence d'une victime qui ne répond pas et ne réagit pas, mais respire? En gros, cette personne, elle est inconsciente. On la met en position latérale de sécurité. On alerte les secours et on surveille sa respiration jusqu'à l'arrivée des secours. Nous arrivons donc à la vérification 60, qui sera la dernière de la journée, pour éviter de faire des vidéos trop longues. 60. Ouvrez et refermez le coffre, puis vérifiez sa bonne fermeture. Jusque-là, il y a pire comme question quand même. Vous sortez, vous ouvrez le coffre, vous le refermez, et on vérifie qu'il est bien fermé. Donc là, le coffre est bien fermé, et on rentre dans la voiture, tout simplement. On a ouvert, refermé, et on a vérifié qu'il était bien fermé.
On vous demande ensuite, lorsque vous transportez un poids important dans le coffre, quelles sont les précautions à prendre en ce qui concerne les pneumatiques et l'éclairage avant. Alors pour ceux qui étaient présents à la séance de vérification qu'on a fait hier, ou pour ceux qui regarderont cette vidéo après avoir regardé celle d'hier, hier il y avait une question où on vous demandait d'indiquer la pression pour les pneus arrière lorsque le véhicule est chargé. Et donc, si on revient sur cette plaque indicative, on voit que quand on n'est pas chargé, pneu avant à 2,6, pneu arrière à 2,4. Quand on est chargé, pneu avant à 2,8, pneu arrière à 2,6. Donc déjà, entre 2,4 et 2,6 à l'arrière, la pression elle est plus forte. Et en l'occurrence, la première des choses qu'on va vous dire sur les précautions à prendre lorsqu'on transporte un poids important dans le coffre, augmenter la pression des pneumatiques, c'est ce qu'on vient de voir sur la plaque indicative, et régler la hauteur des feux avant. Alors pour régler la hauteur des feux avant, pareil, c'est sur le côté gauche du volant en dessous. Donc ces deux là on n'en parle pas, ce sont les feux de brouillard. Ça c'est la commande des feux, automatique, rien, position ou croisement. Et là on a deux commandes qui peuvent bouger. Forcément il y a le symbole des feux de croisement avec les flèches vers en haut ou vers en bas. Plus on va aller vers 1 et 2, plus on va les baisser. C'est-à-dire que quand on met du poids dans le coffre, la voiture se met comme ça. Forcément, les feux ils éclairent en l'air. Avec cette commande, en la passant sur 2, on va faire en sorte que les feux avant éclairent un peu plus bas, de sorte qu'ils éclairent toujours là où ils éclaireraient si on n'avait pas de poids dans le coffre et que la voiture restait bien stable et à plat. Donc souvenez-vous, c'est cette commande-là. Celle-là, je vous le dis pour information, c'est pour régler la luminosité du tableau de bord. Tout simplement, pour le rendre plus ou moins lumineux la nuit. Sachant qu'il est conseillé que la nuit, le tableau de bord soit éclairé très faiblement, de sorte que vos yeux soient mieux habitués à l'obscurité pour mieux percevoir les indices. Parce que si vous avez un tableau de bord qui éclaire beaucoup, quand vous allez le regarder et qu'ensuite vous allez regarder la route, vous allez, entre guillemets, perdre du temps parce que votre œil va devoir se réhabituer à l'obscurité. Donc toujours le plus bas possible la nuit. Et ensuite, en premier secours, on vous demande l'utilisation d'un défibrillateur automatisé externe sur une victime qui n'est pas en arrêt cardiaque présente-t-elle un risque? Celle-là, on l'a eu hier, il me semble, pour ceux qui étaient là. Non, car le défibrillateur se déclenche uniquement quand la victime est en arrêt cardiaque. Et comme je vous l'ai déjà dit hier, pour ceux qui travaillent le code et qui ne l'ont pas encore, faites attention parce que au code, il y a une question où on vous dit l'utilisation d'un défibrillateur automatique peut se faire sur une victime qui n'est pas en arrêt cardiaque. Donc forcément, il faut répondre non. Et sur une victime qui est en arrêt cardiaque, forcément, il faut répondre oui. Mais dans l'examen pratique, on vous demande si le fait de se servir d'un défibrillateur sur une victime qui n'est pas en arrêt cardiaque, ça présente un risque. C'est tout simplement non parce que le défibrillateur, lui, il va repérer qu'il y a une activité cardiaque et donc il ne va pas se mettre en fonction. Et il ne va pas déclencher, entre guillemets, l'onde qu'il doit donner à la victime. Voilà. Donc là, on est complet pour toutes les vérifications jusqu'à la numéro 60. Je ne sais pas si parmi ceux qui ont regardé, qui sont toujours connectés, il y aurait éventuellement des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Apparemment, il n'y a pas de questions. Alors, on va tourner ça. Donc, ensuite, pour ceux qui n'étaient pas là hier ou en attendant de mettre des communications sur les pages Facebook et Insta, sachez que pour l'instant, suite aux annonces qui ont été données pour le déconfinement, on sait qu'on va pouvoir réouvrir nos bureaux le 11 mai, sauf que vous n'allez pas faire les leçons de conduite dans le bureau. Donc pour l'instant, on attend encore des confirmations. Ce qui commence à circuler comme bruit de couloir, comme on dit, ce serait que les leçons de moto reprendraient le 11 mai et les leçons de conduite voiture
elle, ne recommencerait qu'à partir du mois de juin. Donc pour l'instant, on attend forcément de voir comment les choses vont se dérouler pour justement pouvoir ensuite vous appeler et continuer à replanifier les leçons de conduite. Voilà. J'espère que ça vous a été utile, que ça vous a servi. On continuera, je sais pas, demain, après-demain, on va continuer pour essayer de les finir pendant ce qui reste du confinement. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et surtout, si vous avez des amis qui n'ont pas encore liké la page, n'hésitez pas à les inviter. Le but, c'est qu'il y ait un maximum de vues et que ça puisse servir à un maximum de gens et pas forcément que des gens qui sont inscrits chez nous. Voilà, bonne journée à tout le monde, bye.